Allez, si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être présent pour cette réunion sur les obligations du Loir et sur la taxe de séjour. Une réunion que je devais initialement vous proposer en début d'année 2020, puisque l'année 2019 avait été riche en modifications pour la taxe de séjour en 2019. Ouais. Et puis bon, ça vous a pas échappé, l'année 2020 a été compliquée. Et donc, j'ai pas pu faire cette réunion. Alors, j'ai conscience que ce que je vais vous donner comme information aujourd'hui, c'est pas forcément de l'information fraîche, mais ça me semble important de faire une petite piqûre de rappel sur les obligations du Loir et puis sur la taxe de séjour. Voilà, je tenais également à faire un petit point. Ah, il y a encore quelqu'un qui arrive. Bonjour Madame Courtin, on a commencé la réunion. Je vous laisse prendre la réunion en cours. Donc oui, je tenais à vous préciser donc, que les réunions qu'on vous propose depuis 2017, ce sont des réunions qui sont proposées par le service relations prestataires. Il y a différentes thématiques qui ont été abordées. On a fait des réunions sur la gestion des avis clients, réunions sur la fiscalité des gîtes, des meublés et des chambres d'hôtes. On a fait également des réunions sur les labels thématiques que sont tourisme et handicap et puis accueil vélo. Ce que je tenais à vous dire, c'est que ces réunions, bien évidemment, il faut que ça vous serve à vous, professionnels du tourisme. Donc, ce que j'attends de vous, c'est d'être force de proposition. Si toutefois il y a des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde, que vous souhaitez qu'on propose en réunion, ne pas hésiter à me le dire, de façon à ce que je vois si c'est possible qu'on aborde ce sujet-là, voir sous quelle forme on le fait. Est-ce que c'est sous forme de visio comme ce matin, ou est-ce que c'est plutôt un rendez-vous individuel ou un atelier dès lors que le Covid nous permettra de nous réunir de nouveau. En tout cas, voilà, je compte sur vous pour me faire des propositions. On ne va pas tarder à faire le programme pour l'année prochaine. Donc, c'est le moment de nous faire savoir s'il y a des choses qui vous intéressent. Autre précision, c'est par rapport au site pro. Vous savez que depuis 2018, on a un site dédié aux partenaires de l'Office de tourisme. Donc, je vous laisserai prendre l'adresse. C'est le www.pro.destination-vendegranlittoral.com. Sur ce site pro, vous allez d'abord retrouver tous les supports de réunion qu'on vous présente. Donc là, le support que je vous présente ce matin, vous le retrouverez en téléchargement lundi ou mardi matin. Je mettrai ça en ligne. Vous retrouvez également sur ce site tout un tas d'informations sur l'actualité, sur la réglementation, sur la législation. Vous retrouvez également des informations pratiques. On édite tous les ans avec mes collègues des listes, liste des marchés, liste des brocantes, la liste également des animations estivales. Nous, ça nous sert à renseigner notre clientèle, mais ça peut vous servir également de votre côté. Donc, ne pas hésiter à télécharger ces documents pour renseigner votre clientèle. Et puis, petit point donc, sur la réunion de ce matin. Donc, c'est une réunion courte. On devrait être ensemble pour à peu près 1 heure. On est samedi. Je pense qu'on a tous envie de profiter de notre week-end. Donc, je vais essayer de ne pas vous accaparer trop longtemps. Le programme du jour, c'est donc les obligations du Loir. Ça sera le premier point qu'on verra ensemble. On fera un point ensuite sur la taxe de séjour, voir comment ça se passe chez nous en Vendée Grand Littoral, les nouveautés 2019 qui sont plus vraiment des nouveautés, et puis on terminera la réunion par le classement en étoiles. Alors ça concernera plus les meublés, puisque vous allez vous rendre compte qu'effectivement, classement en étoiles et taxe de séjour, c'est quelque chose c'est des choses qui sont très liées. Par rapport au déroulement de la réunion, je précise juste, je le disais à ceux qui sont arrivés en début de réunion, c'est pas un exercice forcément facile pour moi d'être toute seule face à mon ordinateur, donc n'hésitez pas à intervenir, me laissez pas toute seule blablater pendant 1 heure. Je compte sur vous pour voilà, poser des questions si vous avez des questions à poser, intervenir si vous voulez donner votre avis. C'est le moment, c'est fait pour. Pensez à couper votre micro quand vous intervenez pas, ça évite les interférences, et puis juste l'allumer lorsque vous voulez
voulez intervenir. Ne me demandez pas l'autorisation hein, si vous voulez intervenir, parce que moi de mon côté, pour l'instant je me vois moi, je vois ma présentation, mais je ne vous vois pas forcément, je ne vois pas forcément vos têtes. Là c'est bon, je vous ai. Voilà, je ne vous verrai pas forcément, donc voilà, vous allumez le micro, puis vous demandez à intervenir, il n'y a pas de souci. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Non, c'est bon pour nous. C'est bon, bah alors on commence, on ne perd pas de temps. Alors, c'est parti. On a dit qu'on commençait par les obligations du loueur. Donc, lorsqu'on se lance dans une activité d'hébergement touristique, pour les anciens, vous le savez, il y a un certain nombre d'obligations à respecter, il y a un certain nombre de démarches à faire et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, la première obligation que vous avez, c'est celle de vous déclarer en mairie. Vous avez, alors c'est quelque chose qui est gratuit, c'est assez simple, il y a juste un CERFA à compléter, je vous ai mis la référence du CERFA. Une fois que le CERFA est complété, on le dépose en mairie de la commune où se situe votre hébergement touristique. Donc ça c'est la première chose, je suis pas inquiète, ça c'est une démarche qui est plutôt bien tenue par les partenaires, ça vous le faites tous. Il y a une deuxième démarche, c'est celle de s'enregistrer auprès d'un centre de formalité. Pour les loueurs en meublé non professionnels, votre centre de formalité, c'est le greffe du tribunal de commerce. Et puis pour les loueurs professionnels, là du coup ça dépend un petit peu du type d'activité que vous proposez. Alors je ne vais pas m'étendre ce matin, c'est vrai que votre centre de formalité ça peut être le greffe du tribunal de commerce, ça peut être la CCI, ça peut être l'URSSAF, mais bon ça à la limite, si vous avez des questions là-dessus, je préfère que vous reveniez vers moi peut-être en off parce que ça dépend, hein, c'est un peu du cas par cas. Voilà pour les deux premières obligations. Troisième obligation que vous avez, c'est celle de fournir à vos locataires un contrat de location. Pourquoi c'est important de fournir un contrat de location? Parce que le document va venir un petit peu borner les choses. Vous allez y indiquer vos coordonnées, les coordonnées de votre locataire. Vous indiquerez également l'adresse du logement que vous mettez en location, la période de location, le tarif, les conditions d'annulation, et vous savez que c'est important, suite à l'année qu'on vient de passer, de préciser ces conditions d'annulation. Je pense que vous avez tous été confrontés à ça cette année, des demandes de report, des demandes d'annulation. Si vous n'avez pas de contrat de location, sachez que vous pouvez en trouver sur Internet. Il y a des contrats de location en téléchargement que vous pourrez adapter. Je vous précise également que sur le site pro dont on a parlé tout à l'heure, on a un modèle de contrat de location aux couleurs de destination Vendée Grand Littoral. C'est un document là encore que vous pouvez télécharger et adapter. Je sais que certains d'entre vous sont revenus vers moi en me disant « Mais Aurélie, il y a les intitulés d'articles, mais les articles, ils n'ont pas été rédigés. » Alors, je ne l'ai pas fait, c'est pas de la fainéantise de ma part, je l'ai fait sciemment. C'est que j'estime que c'est pas à moi d'aller rédiger vos conditions de contrat. Vous avez tous des façons de fonctionner différentes. Certains acceptent les animaux, d'autres pas. Certains acceptent les fumeurs, d'autres pas. Pour les horaires d'ouverture, c'est pareil. Vous n'avez pas tous les mêmes horaires pas d'ouverture, mais d'accueil de votre clientèle. Donc voilà, je vous ai mis les intitulés. Et puis après, à vous de rédiger les conditions de votre contrat. La liste, elle n'est pas exhaustive. Si toutefois vous trouvez qu'il y a des articles qui manquent, vous pouvez en rajouter. Enfin, vous faites à votre sauce. Et puis, donc, pensez bien que le contrat de location, donc, ça a édité en 2 exemplaires, un pour vous et puis un pour votre locataire. Autre obligation que vous avez, c'est celle d'éditer une facture. Sachez qu'à partir d'un montant de 25 €, c'est une obligation. Vous devez fournir une facture. Alors, je pense que vous êtes tous de toute façon au-delà des 25 € hein, quand vous avez une prestation qui est proposée.
Petite parenthèse, de toute façon, sachez que même en dessous de 25 €, si le client vous réclame une facture, vous devez lui fournir une facture. Donc la facture, ça peut être fait sur papier libre. La seule contrainte que vous ayez, c'est qu'en fait les factures se suivent, que les numéros de facture se suivent. Je pense que le plus simple, c'est peut-être de vous équiper d'un facturier. Les facturiers, ça s'achète en grande surface, en papeterie. Et puis, petite pub pour l'office, on a, nous, des facturiers qui sont aux couleurs de Destination Vendée Grand Littoral. Donc, si toutefois vous en aviez besoin, vous pouvez les acheter dans nos bureaux de tourisme. Tous les bureaux de tourisme du territoire en disposent. Il me semble que je voulais vous dire autre chose par rapport à cette facture. Si par rapport au logiciel de facturation, certains peuvent être tentés d'acheter un logiciel de facturation. Il faut voir en fonction du nombre de factures que vous éditez, si c'est utile ou pas. Moi, je pense que le facturier est peut-être suffisant. Je reviens donc aux obligations. Vous devez également disposer d'un fichier client qui compile toutes vos réservations. Alors ça, c'est une obligation. Sachez qu'à tout moment, l'administration fiscale peut vous demander effectivement l'ensemble de vos réservations que vous avez fait sur l'année. Donc il faut vraiment tenir ce fichier client. Je précise pour ceux qui sont équipés d'Open System. Vous savez qu'Open System, c'est l'outil qui vous permet de gérer votre planning de disponibilité sur le site de l'Office de tourisme. Eh bien, quand vous rentrez vos réservations dans l'outil Open System, vous rentrez à minima le nom de votre client, mais vous pouvez également rentrer ses coordonnées postales, son mail, son téléphone. Si vous faites ça, eh bien, vous allez pouvoir après faire une extraction Excel d'Open System et ça va vous créer votre fichier client. Donc voilà, pour ceux qui utilisent Open System, sachez que vous embêtez pas à faire un fichier client à part, vous pouvez l'obtenir via Open System. J'entends du bruit, certains veulent peut-être intervenir? Non, pas de questions, je continue? Ouais. J'ai une question. Oui, dites-moi. Concernant l'édition d'une facture, Oui. à partir du moment que lorsqu'on fait un contrat de location, on met le total net à payer, tout compris, y compris la taxe de séjour, est-ce qu'on est obligé de rajouter une facture à ça? Est-ce qu'on est obligé de rajouter une facture à ça? Non, je ne vous ai pas compris. Oui, parce que quand on fait des contrats de location, on met tout le détail des frais de location, y compris les taxes de séjour, avec le montant total à payer, à compte, etc. Donc, est-ce qu'il faut aussi encore rajouter une facture? Oui, à mon sens, c'est deux choses différentes. Vous avez le contrat de location et il faudra éditer effectivement une facture. Bon, d'accord. Il faudra que vous fassiez les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Oui, Aurélie. Pour continuer sur ce que monsieur vient de dire, justement, avec Open System, on peut mettre les règlements de chacun, la compte et éventuellement quand il a tout réglé. Donc, ça veut dire que tout est payé et on se retrouve avec un compte zéro. Est-ce que là aussi, il faut quand même éditer une facture malgré qu'on renvoie le contrat à chaque fois qu'il y a eu un acompte et que le règlement final est fait avec la taxe de séjour? Oui, si, malgré tout, vous ne pouvez pas vous affranchir de cette obligation-là. Il faut fournir normalement une facture à votre client. Ok, très bien. Ok. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ouais. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le souci, c'est que je ne vous vois pas. Je suis désolée, moi, Laurent Lechard, vous avez une question? Oui, dites-moi. Oui, tout simplement pour les loueurs non professionnels qui passent par les services d'une conciergerie, est-ce qu'il faut tenir tout de même le fichier client et le fichier client essentiellement? Alors ça serait peut-être bien d'avoir le retour de Vincent Bouilly qui est là, qui tient une conciergerie. Mais à mon sens, oui, moi je serais tentée de vous dire que même si vous faites appel à une conciergerie, vous devez malgré tout tenir un fichier client. Je ne sais pas si tu nous entends, Vincent. Alors, ce ne sera pas Vincent, c'est sa maman, parce que je travaille avec lui et qu'il n'était pas disponible ce matin. Mais alors oui, effectivement, nous, c'est en tant que professionnels, donc du coup, effectivement, on a à la fois un dossier, un fichier client parfaitement complet et éventuellement, on a des factures qui vont être de conciergerie au-delà de ça, en fait.
Alors que je comprenne bien, c'est-à-dire que... mais c'est qui tient les factures et les contrats? C'est la conciergerie ou vos clients? En fait, c'est nous pour les clients en in fine, Oui, on leur donne une facture quand ils en ont besoin. Sinon, d'accord. nous, en fait, étant donné qu'on a un fichier client, on va leur facturer éventuellement la conciergerie s'ils la souhaitent. Et dans ces cas-là, on émettra une facture. Mais Ok. sinon, si on a le contrat, étant donné qu'on a déjà, nous, tout un système comptable, nous, on ne fournit pas, en fait, spécifiquement de facture aux clients, Ok. sauf s'ils nous la demandent. D'accord, donc là, merci pour ce retour d'expérience. Là, on a la réponse d'OCA Location donc qui intervient sur notre territoire et puis également sur le territoire des Sables d'Olonne. OCA Location, vous êtes installé depuis pas mal d'années. Hein. Moi, ça fait pas mal d'années qu'on travaille ensemble. Je dirais Oui. au moins 10 ans, non, de votre côté. Pardon, excusez-moi, je vous entends très bien. Ça fait au moins 10 ans que vous êtes installé. Oui, c'est ça, ça doit faire depuis 2013, je pense. Ouais. Après, c'est vrai qu'actuellement, moi, je vois fleurir un peu partout sur le territoire des nouvelles sociétés qui proposent des services de conciergerie. Si vous faites appel à ces conciergeries, enfin, à ces services de conciergerie, peut-être bien se faire préciser jusqu'où va leur prestation. Est-ce qu'ils font comme OCA Location? Est-ce qu'ils sont en mesure de vous fournir un fichier client, une facture? Ça, c'est peut-être à préciser. De toute façon, enfin, nous, pour les propriétaires éventuellement, donc qui sont effectivement non professionnels et qui veulent faire appel à nos services, nous, il y a un contrat qui est fait au départ avec tout est bien spécifié. En fait, chaque intervention que le propriétaire souhaite, ça peut être juste de l'arrivée-départ, ça peut être du ménage, ça peut être plein de choses. Et dans ces cas-là, nous, il y a effectivement un contrat de départ avec le propriétaire et une facturation qui peut être mensuelle, trimestrielle, annuelle, enfin peu importe. Mais ça c'est tout à fait défini dès le départ. D'accord, dès le début. Donc voilà, bien vous le faire préciser quand vous faites appel à un service de conciergerie, voilà, jusqu'où vont leur intervention. Mais bon, comme le dit madame, c'est vrai que c'est précisé dès le début quand vous allez signer le contrat avec la conciergerie. On vous entend pas toujours très bien, Aurélie. Ah mince. Oui, ça coupe. Autant on a très bien entendu la dame, autant vous, c'est quelquefois coupé. Mince. Alors ça vient peut-être de ma connexion internet. Je suis à la maison ce matin. Habituellement, ça pose pas vraiment de problème, mais bon, c'est vrai que ce matin, avec le temps qu'on a, il fait pas beau là sur la roche. C'est peut-être lié à ça. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Quand vous vous rapprochez, oui, peut-être mieux. Ouais. Il y a des moments où on vous entend moins bien. Bon, alors je vais essayer de parler fort et puis peut-être de me rapprocher de mon ordinateur. Comme ça, vous m'entendrez peut-être mieux. Allez, je continue sur les obligations. Vous avez également des obligations donc, par rapport à la taxe de séjour. La première obligation que vous avez, c'est d'en informer votre client. Est-ce que la taxe de séjour, elle existe sur votre commune ou est-ce qu'elle n'existe pas? Si elle existe, précisez le montant de la taxe de séjour. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez préciser par téléphone, par mail. Précisez également dans le contrat de location. Et puis, il y aura également une information via de l'affichage dans l'hébergement. Ça peut être une affichette, ça peut être dans le livret d'accueil, une petite note d'information sur la taxe de séjour. Autre obligation concernant cette taxe de séjour, vous devez également récolter la taxe de séjour avant le départ de votre client. Vous devez là encore tenir un registre à jour par ordre chronologique. Et puis enfin, vous devez déclarer et reverser votre taxe de séjour auprès de la collectivité avec une copie du registre. Donc ça, normalement, si vous avez des questions, bon, moi je suis à votre disposition, mais c'est vrai que mes collègues en mairie qui s'occupent de la taxe de séjour sont bien au fait de tout ça, donc elles sauront vous expliquer, vous donner les documents nécessaires. Voilà, ça fait partie de leur quotidien, donc elles savent faire ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous tourner vers mes collègues en mairie. Alors, la liste que je viens de vous donner, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres obligations qui incombent aux propriétaires d'un hébergement touristique. J'aurais pu ajouter à la liste la fiche de police. Normalement, vous êtes censé faire compléter une fiche de police à la clientèle étrangère et puis garder ça pendant plusieurs mois et puis la remettre éventuellement à la gendarmerie si toutefois ça vous est demandé.
Il y a des obligations également de sécurité. Si vous avez une piscine sur votre hébergement, vous devez mettre tout en œuvre pour sécuriser l'équipement. Je pense aussi aux lits superposés. Vous avez des lits superposés. Normalement, il faut avoir une petite affichette qui précise que le lit supérieur est réservé à un enfant de plus de 6 ans. Voilà, donc c'est plein de petites choses. Si ça vous intéresse, moi ce que je vous conseille, c'est de vous connecter au site pro dont on a parlé tout à l'heure. Et sur le site pro, vous avez une rubrique avec les obligations. Et là, vous allez retrouver toutes les obligations qui vous incombent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes ces obligations? Alors, j'essaye de vous afficher tous. J'aimerais vous voir tous, mais je ne vous vois pas. Ça me frustre. Je me vois que moi. Attendez, hein, j'essaye de faire une petite manip pour essayer de vous voir. Ça serait tellement mieux. Aurélie Louis Duchesne, vous m'entendez? Ah, Monsieur Duchesne, mais ça coupe, on ne vous entend pas. Monsieur Duchesne. Est-ce qu'il y a des obligations particulières pour les spas? Des obligations particulières pour le spa, il y en a sans doute, ne serait-ce qu'un d'un point de vue sécurité. Chez vous, je sais qu'il n'y a pas de souci puisqu'il y a l'espèce de capote qui referme le spa. Donc sûr d'un point de vue sécurité. Après, il y a sans doute d'autres obligations qui vous incombent, mais ça, à la limite, je peux me le noter puis revenir vers vous après la réunion. Ah, Monsieur Duchesne nous a quittés. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Duchesne? Ça a coupé? On ne vous entend plus, Monsieur Duchesne. Votre micro n'est pas ouvert. Ça va mieux? Oui, ça devrait aller. Ouais, c'est bon. Donc, je reviens pour les obligations de piscine qui existent. Est-ce qu'il existe des obligations pour les spas? Oui, alors comme j'expliquais, en fait, pour le spa, bon, il y a d'un point de vue déjà sécurité, effectivement, il faut que le spa puisse se fermer pour pas qu'un enfant aille tomber dedans. Après, il y a peut-être d'autres obligations concernant l'entretien du spa, mais là, du coup, je dois avouer que je peux pas vous dire ça de but en blanc, il faudrait quand même que j'aille faire des recherches. Après, ça serait peut-être bien d'avoir Sonia Martineau, je sais pas si tu nous entends, Sonia. Sonia a un spa chez elle, je sais pas si elle a des infos à nous donner. Oui. Bonjour Aurélie. Bonjour Sonia. Alors, nous, on n'a pas notifié dans nos contrats ou quoi des notions de responsabilité des uns ou des autres. On a une couverture comme doit l'avoir le monsieur également. Oui. Et moi, j'ai juste mis un petit mot demandant à ce que le spa soit fermé quand il n'y a pas un adulte qui est là pour surveiller. D'accord, ok. Mais ça, j'ai pas de texte réglementaire. Alors, il me semble qu'il en existe, hein, parce que moi, quand j'ai fait la rubrique sur les obligations, je suis allée rédiger des choses sur la piscine et le spa, et j'avais trouvé des choses. Donc, il faut juste que je me replonge dans la rubrique, et puis je reviendrai vers vous pour vous donner les éléments. Je suis avec mon mari qui voulait intervenir aussi. Ah, je l'entends pas. Je vais me rapprocher. Oui. Donc, avec le spa, souvent il y a une fiche qui est livrée qui précise en fait que l'abus d'alcool en fait peut être dangereux quand on est dans un spa. Il faut que les enfants soient accompagnés. Ouais. Il doit y avoir autre chose aussi. Ça va être à peu près tout. Mais je sais qu'il y a des choses aussi. Oui, les femmes enceintes. Les personnes sensibles d'un point de vue cardiaque. Ouais. Et la consommation d'alcool à l'intérieur. Ouais, je crois que c'est ces thématiques-là qui sont dans la. Merci pour ces précisions. Et puis, ce que je vous propose à tous, c'est que je note les questions que vous me posez. Et puis, à la limite, sur le site pro, je vous mettrai donc le support de réunion que je vous présente, mais je vous ferai aussi une espèce de foire aux questions, où vous allez retrouver toutes les questions de ce matin. Et puis, si j'arrive à trouver des réponses, eh bien, je vous les mettrai. OK ? Donc, excusez-moi, j'avais une question oui. par rapport à la sécurité. Oui. Du coup, c'était par rapport aux structures de jeu extérieures pour les enfants. Oui. Ah,
Vous avez coupé le micro. Donc oui, toboggan, balançoire, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. À mon sens, non. Moi, là, du coup, balançoire, si ce n'est que oui, il faut quand même regarder sur le... mince, vous devez avoir une notice constructeur qui doit indiquer quel jeu est accessible à quel âge, et puis peut-être le préciser dans votre livret d'accueil à ce moment-là. D'accord, mais après, la responsabilité n'est pas sur nous s'il se casse la figure de la balançoire ou si... Moi, si vous voulez vous couvrir, moi je pense que dans le contrat de location, c'est peut-être bien de mettre qu'il y a des jeux à la disposition des enfants, préciser que certains jeux sont accessibles à partir de tel âge, ils ne sont pas faits pour un enfant de 2 ans ou 3 ans, et puis que s'il arrive quelque chose, c'est de la responsabilité des personnes qui surveillent l'enfant. D'accord, ok, merci. Comme ça, vous vous couvrez. Est-ce qu'on en a fini avec les obligations ou est-ce que vous avez encore des questions là-dessus? Non? Alors, on va continuer. Oui. Monsieur le chat? Oui, j'ai une question de sécurité. Un vélo qui reste disponible à l'attention des touristes. Ouais. C'est pareil, au niveau responsabilité, comment ça se passe? Ouais, alors méfiance par rapport à ça, parce que c'est vrai que souvent, vous le faites en voulant apporter du service en plus à vos clients. On se dit c'est sympa de laisser un vélo parce qu'il va pouvoir aller à la plage ou marcher avec le vélo. Attention, la personne se casse la figure et arrive à prouver qu'effectivement il y avait un défaut d'entretien sur votre vélo, eh bien c'est vous qui êtes responsable. Donc, soit vous mettez un vélo qui est révisé régulièrement et vous êtes sûr de vous et là vous prenez pas trop de risques, mais je serais presque tentée de vous dire que le vélo c'est la fausse bonne idée en fait. C'est peut-être à éviter. C'est pour ça que je pose la question, merci. Je vous en prie. C'est bon pour vous ? Ouais, allez, j'avance parce que je vous ai promis qu'on serait ensemble pour 1 heure, mais j'ai l'impression qu'on va être ensemble un petit peu plus longtemps. On va attaquer la taxe de séjour, voir ensemble ce que c'est, à quoi ça sert, qui la paye. Bon, je pense que pour beaucoup, il y a certaines personnes ce matin qui font partie du réseau depuis longtemps. Je pense que vous avez des réponses, mais bon, ça va permettre de faire une petite piqûre de rappel. Donc, la taxe de séjour, c'est quoi? C'est la contribution du touriste en séjour. C'est-à-dire que là, on parle, quand je vous dis touriste en séjour, ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe au moins une nuit touristique sur le territoire. Donc, qui va dormir dans un hébergement marchand, un hébergement payant. Donc, je vous ai mis, c'est un impôt local payé par le touriste, collecté par l'hébergeur et encaissé par la collectivité. À quoi ça sert cette taxe de séjour? C'est la participation au développement touristique du territoire. Je vous ai mis une définition du Code général des collectivités territoriales. Le produit de la taxe de séjour, ça doit être affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique. Alors c'est peut-être un petit peu conceptuel comme définition, et donc je vous ai mis des exemples pour que ce soit peut-être un petit peu plus parlant pour tout le monde. En fait, la taxe de séjour, ça peut être utilisé pour financer des actions de promotion. On fait une campagne publicitaire dans un magazine, on fait une campagne publicitaire dans le métro parisien, on participe à un salon du tourisme, on est présent au pavillon tourisme lors du village Vendée Globe. Tout ça, ça peut être financé par la taxe de séjour. La taxe de séjour, ça peut servir également à l'embellissement de la ville. Donc là, on fait des aménagements pour rendre la ville plus jolie, plus attractive. Ça peut également servir pour le fonctionnement de l'office de tourisme et l'amélioration de l'accueil. Pour info, notre office de tourisme destination Vendée Grand Littoral, en fait, il est financé par 3 sources. Nos fonds propres que l'on tire de la boutique et puis de la billetterie, les partenariats, le fait que vous nous régliez quelque chose pour être sur nos supports de communication et puis bénéficier de l'accompagnement, et puis une subvention de la collectivité Vendée Grand Littoral. Ça peut servir également à la gestion des équipements touristiques, donc gestion d'une base de canoë, gestion d'un centre nautique, et puis enfin ça peut servir à des projets structurants qui, d'un point de vue touristique, qui permettraient d'attirer plus de touristes sur le territoire. Voilà les différents usages qu'on peut en faire. Alors,
Ce qu'il faut comprendre sur la taxe de séjour, c'est que c'est un système, un cercle vertueux. Plus de taxes de séjour, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en place plus de services, plus d'équipements. Si on a plus de services, plus d'équipements, on va pouvoir attirer plus de clients sur le territoire. Plus de clients, logiquement, ça nous fait plus de nuitées touristiques. Et qui dit plus de nuitées touristiques, dit plus de taxes de séjour. Donc c'est un système gagnant-gagnant. Alors, qui la paye? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, ce sont les gens qui sont en séjour sur notre territoire, donc qui passent au moins une nuitée touristique sur le territoire. Donc, ça veut dire que ça exclut les excursionnistes, c'est ça que je voulais vous dire. Des gens qui viendraient de Nantes et puis qui viendraient passer la journée à Saint-Vincent-sur-Jard ne s'acquittent pas de la taxe de séjour puisqu'ils ne passent pas de nuitée touristique chez nous. Ça exclut également les gens qui ont une résidence secondaire sur le territoire Vendée Grand Littoral. Lorsque vous avez une résidence secondaire, vous vous acquittez de la taxe d'habitation, donc vous n'avez pas à régler de taxe de séjour. Cette résidence secondaire, vous la mettez à la disposition de la famille, des amis à titre gracieux. Ces gens-là ne vont pas s'acquitter non plus de la taxe de séjour. Par contre, vous mettez en location votre résidence secondaire et donc vous tirez un loyer de cette location. Là, par contre, vos clients vont devoir s'acquitter de la taxe de séjour. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde ? Ouais, j'entends rien, donc ça veut dire que c'est bon pour vous. Oui, c'est clair. Ouais. Alors, faut savoir que malgré tout... Oui. Aurélie, moi j'avais une question parce que nous, par exemple, là, depuis le 3 janvier et jusqu'à fin février, voire début mars, on n'a finalement pas des touristes, mais ce sont des travailleurs qui sont chez nous pour 2 mois et demi. Ouais. Donc, on a convenu d'un tarif qui est plus proche finalement d'une location mensuelle, d'une location... oui, c'est pas une location saisonnière. Est-ce que ces gens-là doivent payer aussi une taxe de séjour? Alors déjà, tes locataires sont là moins de 90 jours? Non, ils vont être là, oui, moins de 90 jours normalement. Bon, donc déjà on est, à ce niveau-là, on est dans les clous. Hein. Pour rappel, pour les autres personnes, hein, on ne peut pas louer, quand on est location saisonnière, on ne peut pas louer à la même personne plus de 90 jours de suite. Donc là, tu es dans les clous, Sonia. Après, par rapport à la taxe de séjour, je suis en train de m'interroger sur la délibération qui a été prise à Talmont. La périodicité de la taxe de séjour pour Talmont. Attends, j'essaye de... Parce que je ne suis pas persuadée. On est à l'année à Talmont? J'ai un doute. Oui, nous, on l'a toute l'année, oui. Alors, si tu l'as toute l'année, là, ce que tu leur as fait, c'est un contrat de location saisonnière. C'est un peu délicat, hein, ce truc de location moi, comme ça, longue durée. Une location saisonnière, je leur ai fait une location de 2 mois. Bah oui, mais c'est ça qui est un peu embêtant. Ouais, c'est ça qui est un peu embêtant. La logique voudrait qu'ils payent la taxe de séjour si c'est une location saisonnière. Mais c'est que l'été, la taxe de séjour. Hein. Comment? La taxe de séjour, je crois que c'est de juin à septembre, octobre. Sonia a raison. En fait, quand on la paye, il précise bien que c'est uniquement de telle date à telle date que la taxe de séjour, elle doit être prise. Ça dépend des... Sur Talmont-Saint-Hilaire, c'est toute l'année. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Ça dépend pas sur Jard, Saint-Vincent, je crois pas. Hein. Voilà. Non, pas sur Jard ni Saint-Vincent, effectivement. Voilà. Ça, donc, ça dépend des communes, en fait, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que chaque commune délibère sur ses tarifs et sur les modalités de perception. Et effectivement, à Talmont-Saint-Hilaire, on est sur une perception à l'année, comme le dit Sonia. Donc, ce qui fait que, effectivement, normalement, Sonia devrait demander la taxe de séjour à ses locataires. Après, ils sont là 2 mois. Écoute, je note, Sonia, dans ton cas particulier, voir comment ça peut se passer pour toi. Mais du coup, c'est pas écrit dans le diaporama juste après que les travailleurs saisonniers ils sont exonérés de la taxe?
juste de ce qui est affiché à l'écran? Ouais, mais parce que là, ils ont le statut de travailleur saisonnier, Sonia, c'est qui ces gens que tu héberges? Alors, ce sont des travailleurs polonais qui Ouais. sont sur un chantier à La Roche-sur-Yon. Donc, je ne pense pas qu'ils aient un statut de travailleur saisonnier, ça m'étonnerait. Non, puis d'autant plus que c'est ce que je disais dans les exonérations. Normalement, on exonère les travailleurs saisonniers qui travaillent sur le territoire, donc sur le territoire de Talmont-Saint-Hilaire. Là, si le chantier est à La Roche, non, ça ne fonctionne pas l'exonération là-dessus. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, voilà, j'ai ma réponse. Malgré tout, Sonia, ce que je te propose quand même, c'est qu'on creuse cette partie-là pour être sûr que tu sois dans les clous. Oui. Et puis là encore, je le mettrai dans la fac. Mais à mon sens, non, tu peux pas bénéficier de l'exonération. Ils sont pas travailleurs sur notre territoire. Donc bon, justement, ça nous amène sur l'exonération. Donc bon, la première exonération, je pense que vous la connaissez tous. Les mineurs, les enfants, ne sont pas assujettis à la taxe de séjour. Après, ça nous emmène sur le deuxième point dont on parlait, les travailleurs saisonniers travaillant sur le territoire. Donc ça veut dire quelqu'un qui ferait sa saison à Talmont-Saint-Hilaire et qui serait logé sur Talmont-Saint-Hilaire n'a pas à payer de taxe de séjour. Après, les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur au prix fixé par la collectivité. Il peut arriver que certaines collectivités prennent dans leur délibération des dispositions particulières, c'est-à-dire qu'elles peuvent dire, voilà, si un loyer est à 200 €, c'est un faible loyer, et bien là, on considère que les gens n'auront pas à s'acquitter d'une taxe de séjour. Mais ça, c'est noté dans les délibérations, il faut prendre le temps de relire la délibération qui vous concerne. Et puis enfin, les personnes qui sont hébergées dans un logement d'urgence ou temporaire ne payent pas non plus de taxe de séjour. Voilà, c'est les 4... Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette partie logement d'urgence, d'accord, mais temporaire, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question, c'est Madame Rousseau, il me semble reconnaître la voix. Pour moi, c'est les gens qui sont relogés, vous savez, quand il y a un incendie, une maison qui est brûlée, il faut reloger une famille. Pour moi, c'est ça, le logement temporaire. Son mari, on est en plein dedans en ce moment avec le Covid et le confinement, une dame qui subit des violences conjugales peut être relogée, elle est dans un logement temporaire. Ça serait quelque chose. D'accord. Parce que justement, je me posais la même question que la dame pour les gens qui travailleraient ou bien des gens aussi qui sont obligés de se séparer parce que justement le foyer est trop petit, qu'il y en a un qui, pour isoler la famille s'il y a le Covid dans la famille, enfin des choses comme ça, est-ce que ça peut éventuellement fonctionner, quoi? Pour moi, non. Là, c'est vraiment des gens qui subissent. Alors là encore, je vous le dis, il faut qu'on... un vrai préjudice. Ouais. Pour moi, c'est un incendie. Mais je le note, ça, Madame Rousseau. Ouais. Hein, ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ces exonérations? Non. Alors, on va continuer. Alors, quels hébergements ils sont soumis? On en a parlé tout à l'heure, ce sont les hébergements marchands. Donc là, je vous ai mis les différents types d'hébergements. Donc, on a d'abord les palaces. Nous, on n'en a pas encore sur Vendée Grand Littoral. Vous allez avoir également les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, villages vacances, terrains de camping et de caravanage, les meublés, les chambres d'hôtes, les aires de camping-car et les ports de plaisance. Et puis, vous voyez que pour certains types d'hébergements, vous avez un classement qui est également précisé. Donc ça, c'est la catégorie. Donc voilà, tous ces hébergements sont soumis à la taxe de séjour. Et donc, les communes vont prendre des délibérations. Donc chaque commune délibère librement, va définir en fait ses différents tarifs, va définir également ses modalités de perception, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la date à laquelle la taxe de séjour est mise en vigueur. Sur Talmont, effectivement, c'est à l'année. Sur Jars-sur-Mer, là, du coup, on doit être sur une période plus courte. Donc ça, c'est précisé dans la délibération. Et puis la délibération, ça va préciser également les moments où vous êtes censé faire reverser la taxe de séjour à la collectivité.
La seule contrainte que les communes aient, c'est qu'il faut que les tarifs ils soient dans la fourchette qui est indiquée là dans le deuxième paragraphe. Le tarif ne peut pas être en dessous de 20 centimes et ne peut pas être supérieur à 4 euros. Voilà. Et puis enfin, dernière précision sur la taxe de séjour, elle peut être au forfait ou au réel. Au réel, c'est vous faites 100 nuitées touristiques dans la saison, vous devez vous acquitter de la taxe de séjour pour vos 100 nuitées touristiques. Au forfait, là du coup, la collectivité va choisir de manière arbitraire un nombre de nuitées touristiques que vous êtes censé faire. La commune peut décider que voilà, vous devez faire 150 nuitées touristiques et vous acquitter des 150 nuitées touristiques. Que vous en ayez fait 50 ou que vous en ayez fait 200, il faudra vous acquitter des 150 nuitées touristiques. Alors, le forfait, j'ai envie de vous dire que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très rare. Sur le territoire, il n'y en a quasiment pas, Vendée Grand Littoral. En France, c'est pareil. Moi, le seul exemple qui me vient en tête, c'est le cas de Pierre et Vacances. Pendant un temps, Pierre et Vacances à Port-Bourgenais était soumis au forfait. Ils l'ont fait pendant peut-être 2 ans, et puis ils sont revenus en arrière, ils sont revenus sur un fonctionnement au réel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là? Non. Donc on va pouvoir avancer. Donc là, je voulais terminer sur comment ça fonctionne chez nous en Vendée Grand Littoral. Alors, chez nous, on n'a pas de taxe de séjour commune. Pour l'instant, on n'en entend pas parler, donc c'est-à-dire qu'on a des communes qui ont instauré la taxe de séjour, il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore mise en place. Les communes qui sont concernées par la taxe de séjour, donc je vous les ai mis, c'est Angles, Avrier, Jars-sur-Mer, Le Givre, Longeville, Moutier-les-Maufaits, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Jard et Talmont-Saint-Hilaire. Vous retrouverez en fait sur le site pro les délibérations des différentes communes. Donc n'hésitez pas à vous connecter au site pro pour récupérer les délibérations. Donc ça, c'est la taxe de séjour communale. Après, il faut savoir qu'on a une taxe additionnelle départementale. En fait, le département de la Vendée a mis en place une taxe additionnelle qui s'élève à 10% et qui vient s'ajouter à la taxe communale. Alors, pensez pas que c'est une fantaisie du département de la Vendée, hein. C'est quelque chose qui est très courant. La plupart des départements le font. Et donc, si vous avez une taxe communale qui s'élève à 1 euro, eh bien, il va falloir récolter 10% supplémentaire au titre de la taxe additionnelle départementale. Donc, ça vous fait une taxe de séjour globale à 1,10 €. Est-ce que c'est bon pour vous, ça? Ouais. Et puis, je vous ai mis donc la méthode de calcul. Hop. Voilà, une fois que vous avez votre délibération, que vous avez le barème, vous regardez donc le type d'hébergement qui vous concerne, la catégorie qui vous concerne également, vous prenez ce tarif-là, vous le multipliez par le nombre de personnes hébergées assujetties à la taxe de séjour, vous multipliez par le nombre de nuits que la famille va faire dans votre hébergement et vous obtenez le montant de la taxe de séjour communale. À ça, on ajoute 10% supplémentaires pour la taxe additionnelle et là, on obtient la taxe de séjour globale. Alors, je précise que là, dans mon calcul, j'ai vraiment tout détaillé. Je vous ai mis la taxe additionnelle à part. Si vous regardez vos délibérations, je pense que tous le font, la part additionnelle, en fait, elle est globalisée. En fait, vous avez un seul tarif et vous n'avez pas à vous enquiquiner à ajouter les 10% pour le département. Est-ce que ça va pour ce calcul-là? Bon, ça, je pense que beaucoup d'entre vous, de façon, le pratiquent déjà, donc vous le savez. Ouais. Pas de retour de votre part? C'est que ça, tout va bien? Je peux continuer? Oui, oui. Bon. On arrive donc aux modifications qui ont été opérées en 2019. Hop là. Donc la première modification, elle porte sur les OTA, les Online Travel Agencies, ce qu'on appelle plus communément les plateformes de commercialisation. Alors vous les connaissez, hein, les plateformes, vous les utilisez, même c'est Abritel, Airbnb, Booking.
En fait, vous savez que ces plateformes de commercialisation, elles ont vu le jour dans les années 2000, elles ont pris l'ascendant sur le marché dans les années 2010 et elles ont profondément déréglé le marché de la location saisonnière. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui jusqu'ici avaient une dépendance, avaient une location de vacances et puis ils n'en faisaient pas commerce. Ils réservaient ça à la famille, aux amis. Et puis ils se sont dit, bah, tiens, il y a peut-être de l'argent à se faire et ils se sont lancés dans la location saisonnière. Le souci de tout ça, c'est que c'est venu un petit peu gonfler l'offre en hébergement touristique et aujourd'hui sur le territoire, on a pléthore d'hébergements touristiques. Ce qui fait que le domaine est devenu beaucoup plus concurrentiel qu'il a été. Et d'ailleurs, vous me le dites souvent, hein, il y en a beaucoup dans les anciens, entre guillemets, ceux qui pratiquent la location saisonnière depuis plusieurs années, vous me dites que voilà, ça devient plus compliqué que ça a été. Le souci également, c'est que les gens qui se sont lancés dans la location saisonnière via ces OTA, bah, se sont un peu affranchis parfois des obligations. Les obligations dont on a parlé tout à l'heure, le fait de se déclarer en mairie, le fait de récolter la taxe de séjour et la reverser à la collectivité, ils ne le faisaient pas forcément. Alors, ils ne le faisaient pas peut-être parce qu'ils n'étaient pas au courant, peut-être aussi parce qu'ils l'ont peut-être fait de manière ils l'ont peut-être fait sciemment. En tout cas, il y avait besoin de faire le ménage. Donc, il y a une loi qui est arrivée en 2019 et cette loi aujourd'hui impose aux plateformes de commercialisation de récolter la taxe de séjour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite via une plateforme de commercialisation, la plateforme encaisse le séjour, mais encaisse également la taxe de séjour. Alors, vous avez peut-être envie de vous dire, bah, c'est drôlement bien pour moi parce que ça veut dire que j'ai plus à me préoccuper de la taxe de séjour. Vous vous doutez bien que c'est pas si simple que ça et malgré tout, vous avez encore des petites choses à vérifier de votre côté. Mince, alors, je suis allée trop loin. Nouveauté. Ah non, c'est que je suis allée trop vite, pardon. Je suis allée trop vite, je ne vous présentais pas la bonne diapo, je suis allée trop vite. Donc ce que je voulais vous montrer sur les OTA, c'est ça. Hop, je vous la mets. Donc le fait que les OTA récoltent la taxe de séjour, ça ne vous exempte pas de tout. C'est-à-dire que si le montant collecté par les plateformes n'est pas le bon montant, eh bien c'est à vous, propriétaires, d'aller vérifier le montant qui a été collecté par la plateforme. C'est à vous d'aller informer le client qu'effectivement, ce n'est pas le bon montant qui a été récolté. C'est à vous de lui faire payer le delta et puis de le reverser à la collectivité. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple que ça, vous avez encore ce travail de vérification à faire. De la même manière, si les tarifs de la taxe de séjour sont révisés entre le moment où a lieu la réservation et le moment où vous avez le séjour, c'est pareil. Vous devez en informer votre client, lui faire payer le delta et puis reverser ce delta à la collectivité. Et bien là, c'est pareil. Les réservations qui sont faites sur les plateformes de commercialisation, vous avez une réservation qui est faite en août 2020 pour juillet 2021. Entre-temps, votre collectivité change ses tarifs. Et bien voilà, il faudra en informer le client et puis faire le nécessaire pour être dans les clous vis-à-vis de votre collectivité. Et puis je précise quand même que si vous ne passez pas par une plateforme de commercialisation, bien évidemment, si vous êtes en réservation directe, vous continuez à collecter la taxe de séjour dans sa globalité. Ça paraît logique. Je vous vois plus. Est-ce que tout ça c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous assomme pas trop? Non, pas de problème. Non. Bon. Donc je remonte en arrière parce qu'en fait je suis allée trop vite. Je remonte juste. Il y a un point qu'on n'a pas vu ensemble. Voilà, le premier point c'était celui-ci que je voulais aborder et que j'ai oublié. La loi Elan, donc la loi de 2019, elle vient surtout modifier en fait les choses pour les hébergements non classés ou en attente de classement. Vous vous souvenez que je vous ai montré là, la méthode de calcul pour les hébergements, c'est-à-dire qu'on prend le tarif de la taxe de séjour,
on multiplie par le nombre de nuitées, on multiplie également par le nombre de personnes et on obtient la taxe de séjour. Ce calcul-là, il est vrai pour les hébergements classés. Pour les hébergements non classés ou en attente de classement, eh bien, il y a un nouveau mode de calcul depuis 2019. Ces hébergements, en fait, ils sont soumis à un pourcentage qui est voté par la collectivité. Ce pourcentage, il peut se situer entre 1 et 5%. Et après, il y a un calcul qui est fait entre le prix de la location, le nombre de personnes qui peuvent potentiellement loger dans le logement, et puis le pourcentage qui a été voté par la collectivité. Alors, j'ai conscience qu'en vous disant ça comme ça, c'est peut-être pas très très clair, mais on va avoir une diapo après où je vais vraiment vous montrer la méthode de calcul et ça va devenir, je pense, plus limpide pour tout le monde. Enfin, en tout cas, vous me le direz. Donc, les hébergements qui sont soumis à ce nouveau mode de calcul, ce sont les hébergements donc, non classés ou en attente de classement. Ce sont les hôtels, les résidences, les villages vacances et puis les meublés. Les chambres d'hôtes y échappent parce que vous savez que les chambres d'hôtes, il n'y a pas de classement pour les chambres d'hôtes. Donc, eux ne sont pas soumis à ce système-là. Et puis, il y a également tout ce qui est inclassable, c'est-à-dire cabane, roulotte, yourte, tipi, bulle, tiny house. Tous ces hébergements-là sont soumis également à ce type de taxe de séjour. Et donc, on arrive à la méthode de calcul que je voulais vous montrer. Pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde, je vous ai mis un exemple d'un couple qui viendrait séjourner en Vendée Grand Littoral. Donc, c'est un couple avec un bébé. Il viendrait faire un séjour de 7 nuits en location meublée. Dans l'exemple de gauche, ils ont opté pour une location qui est classée 1 étoile à Talmont-Saint-Hilaire. C'est une location qui normalement est faite pour 4 personnes, mais là, ça sera occupé par 2 adultes et un bébé. Donc, dans ce cas-là, le calcul, il est simple, c'est le même calcul dont on a parlé tout à l'heure. Les 70 centimes de taxe de séjour qu'on multiplie par 2 personnes, qu'on multiplie par 7, et on arrive à une taxe de séjour de 9,80 €. Dans l'exemple de droite, notre couple, il a opté pour une location non classée à Talmont-Saint-Hilaire. Donc là, la location, elle est louée 700 € la semaine. C'est une location qui est faite pour 4 personnes et qui, là encore, est occupée par 2 adultes et un bébé. Et donc là, on va devoir appliquer, en fait, il faut calculer le coût de la nuitée par personne. Donc, en fait, il faut diviser les 700 € par 4 personnes et diviser ensuite par 7 nuits. Et donc, ça nous donne un coût de 25 € la nuit par personne pour ce logement-là. Une fois qu'on a obtenu ce ratio, on applique le pourcentage de 3% qui a été voté par la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Ça nous donne un montant de taxe de séjour communale de 75 centimes. Et puis, on applique 10% supplémentaire pour la taxe additionnelle départementale. Donc là, on arrive à un montant de taxe de séjour de 0,825 centimes. Ces 0,825, on les multiplie par 2 personnes, on les multiplie par 7 nuits, et là, on arrive à 11,55 €. Là, en vous montrant ces exemples, je voulais que vous... Parce que pour moi, il y a 3 grosses différences, et je pense qu'en vous montrant les exemples côte-côte, vous allez peut-être mieux vous en rendre compte. Il y a 3 grandes différences. La première différence, je pense que vous le voyez, c'est flagrant, c'est que le système de gauche est quand même bien plus simple que le système de droite. Une étape pour le calcul de gauche, 4 étapes pour le système de droite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau du tarif. Vous voyez qu'on ne paye pas le même montant de cette taxe de séjour à gauche et à droite. Et ce qui peut être un peu perturbant, c'est que là, dans mon exemple, finalement, la location non classée paye plus de taxes de séjour que la location classée. Avant 2019, c'était jamais le cas. En fait, les logements non classés payaient forcément moins de taxes de séjour qu'un logement classé 2, 3, 4 étoiles. Et puis, enfin, la dernière différence, alors c'est pas une différence, la dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le calcul de droite, on va avoir un tarif de taxe de séjour qui va être fluctuant. Pourquoi ça va être fluctuant? Tout simplement parce que votre calcul de taxe de séjour, il est indexé sur votre prix à la semaine. Là, je vous ai mis 700 € la semaine, mais on est bien d'accord que vous n'avez pas un tarif linéaire sur toute la saison.
Votre tarif, il fluctue en fonction des périodes. À certains moments, vous êtes à 700 €, en juillet, en août, et puis au mois d'avril, on va être à 500 €. Donc ça veut dire que votre tarif de taxe de séjour, il ne va pas être linéaire non plus. Il va être indexé sur votre tarif de location, et donc il va bouger en fonction des périodes. Est-ce que c'est clair cette partie-là? J'espère que je ne vous ai pas perdu là. C'est ça. C'est le côté. Pour l'instant, c'est bon. C'est le côté un peu complexe de la chose. Il y en a beaucoup qui sont soumis là, à ce nouveau mode de calcul. Ben, non, mais justement, je voulais vous demander, c'est Madame Rousseau, à partir du moment où on est classé, on est obligé de prendre l'autre calcul. On peut pas revenir, parce que si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est que comme moi qui loue à l'année, comme vous dites, il y a des prix qui sont bien différents d'une période à une autre. Donc, en période d'hiver, forcément que le client serait très avantagé de choisir la deuxième formule. Non, mais là, dans votre cas, Madame Rousseau, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez votre classement 3 étoiles chez vous. Oui, donc quand on est classé, on ne peut pas revenir. On reste classé. D'accord, on ne peut pas choisir en fonction de la période, dire, bon, l'été, on prend la version la plus avantageuse pour les vacanciers et l'hiver, la partie la plus avantageuse pour les vacances aussi. D'accord. Je suis désolée. On choisit, on reste où on est. Voilà, c'est ça. Donc là, vous, avec votre classement 3 étoiles, non, vous ne pouvez pas bouger. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pratiquent depuis 2019 là, ce nouveau mode de calcul? Est-ce que vous en sortez avec tout ça? Sur Océan Location, nous, on a eu un nouvel hébergement, effectivement, qui n'était donc pas encore classé. Donc, on a utilisé cette nouvelle formule sur 2020 notamment. Et a priori, enfin voilà, ça n'a pas. On a trouvé que ça faisait plus élevé pour le locataire, mais sinon, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Bon, après, c'est pas compliqué en soi. Hein. Une fois qu'on a saisi comment calculer comment on calcule avec ce calcul-là, pas de souci particulier, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe. Et puis, je pense que ça a fait peur à certains au début. C'était tellement simple avant. Là, le fait de faire le ratio et puis surtout ne pas être capable de dire à combien allait s'élever la taxe de séjour, puisqu'en fait, en fonction de la période où vous venez, le tarif va être différent. Donc, c'est ça qui est un petit peu plus ennuyeux, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, à ce moment-là, j'avance s'il n'y a pas de questions ici, c'est limpide, parce que c'est quelque chose que... Ça va être plus compliqué aussi pour les afficher sur les contrats, du coup, quand enfin, tout du moins, ça peut pas être... C'est pas si clair et net sur le contrat, vu que suivant la période et suivant le nombre de personnes, les tarifs changent. Donc, il faudrait le faire en amont. À chaque fois quelqu'un demande une proposition de location? C'est ça, c'est qu'à chaque fois que vous éditez votre contrat de location, vous êtes obligé d'aller faire votre petit calcul. D'aller faire votre calcul avant. Voilà. D'accord. Hein, c'est là que c'est très compliqué, effectivement. Compliqué, bon, vous voyez, c'est fait en 2-2 hein, de le calculer, mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une demande de location, effectivement, vous pensez de modifier. Pour faire votre calcul. Ouais. D'accord, très bien. Alors, j'avance sur le dernier point. Voilà, le dernier point, c'est celui-ci que je voulais aborder avec vous. Hop. Voilà. 2019, il y a aussi eu un changement par rapport au classement et label. Avant 2019, on avait une équivalence entre classement et label. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un logement qui était labellisé 5 épis chez Gîtes de France et qui avait un classement 3 étoiles était directement assimilé à la catégorie 5 étoiles pour la taxe de séjour. En fait, on le basculait sur du 5 étoiles parce qu'il avait ses 5 épis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient d'ailleurs concernés par ce système-là. En tout cas, ça fonctionne plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai mis 2 exemples là. L'exemple 1, vous avez un meublé qui est labellisé 2 clés vacances et qui a également un classement 1 étoile. Eh bien, ce logement-là, il va être assimilé à la catégorie meublé de tourisme 1 étoile. Dans mon deuxième exemple, j'ai un meublé 3 épis Gîtes de France
sans classement en étoile, eh bien, ce meublé va appartenir à la catégorie hébergement sans classement. Donc ça, c'est la petite subtilité, la petite nouveauté de 2019, où on n'a plus ces équivalences, mais je ne sais pas si ça concernait ou qu'on fait tant de gens que ça dans notre réseau. Pour ceux qui sont là ce matin, est-ce que vous étiez concernés par ça? Pour certains? A priori, non. Ben non, je suis en meublé de tourisme, c'est ça là meublé de tourisme, c'est quoi? Alors c'était pour ceux qui avaient un classement et un label, et il y avait des équivalences qui étaient faites qui aujourd'hui n'existent plus. Comme je vous dis, quelqu'un qui a aujourd'hui un label 3 épis Gîtes de France, eh bien il sera assimilé à la catégorie hébergement sans classement s'il n'a pas de classement en étoile. Ben, ces Gîtes de France, ils vont pas être contents là. Bah, pour eux, ça change rien, c'est surtout pour le propriétaire. Bah si, ça change pas mal parce que les gens vont quitter Gîtes de France pour aller vers l'autre catégorie, meublé tourisme. Hein. Oui, mais c'est Gîtes de France qui fait la labellisation et la classification. Ouais, donc il touche sur les deux. Ouais. Ah oui, donc en fait, l'un et l'autre, oui, voilà. Ouais. Non, et touche deux fois. Ouais. On est en meublé de tourisme, donc ça ne change pas grand-chose hein, pour nous. Voilà. Ben, non, mais pour certains, effectivement, qui avaient un label et un classement et qui n'étaient pas sur le même niveau, bon, je sais pas, je pense que je reviens à mon exemple. Prenez le temps de relire les exemples que je vous ai donnés, peut-être que ce sera plus clair, mais en tout cas, voilà, plus d'équivalence aujourd'hui pour ces logements-là. Mais au final, je ne sais pas si ça concernait tant de monde que ça sur notre territoire. Donc voilà par rapport aux principales modifications qui ont été faites en 2019. Il y a d'autres modifications qui ont été faites, mais j'en parlerai pas ce matin parce que ça concerne plutôt les aires de camping-car, ça concerne les campings, et donc ça n'a pas lieu d'en parler. On n'a pas lieu d'en parler ce matin. Je m'arrête vraiment sur les petites unités, ce qui concerne les meublés et les chambres d'hôtes. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que avec les dispositions qui ont été prises, clairement, le but, c'est de vous inciter à vous faire classer. Puisque vous l'avez vu, parfois on paye plus cher de taxes de séjour quand on est hébergement non classé. Le tarif est fluctuant, on en a parlé, c'est pas hyper pratique. Et puis surtout, on a un mode de calcul qui est plus compliqué. Donc bon, je pense que l'objectif derrière, c'est quand même de vous inciter un maximum à vous faire classer pour monter un petit peu en gamme. Et c'est pour ça que je vais finir sur le classement en étoiles. Donc le classement en étoiles, voilà. Hop, que je vous montre. C'est bon pour vous, vous voyez. Donc, je tiens d'abord à préciser que le classement en étoile, ce n'est pas une obligation. Il y a beaucoup de nos collègues office de tourisme qui conditionnent le partenariat au classement. Nous, ce n'est pas le cas. En destination Vendée Grand Littoral, on ne vous impose pas de vous labelliser ou de vous classer. La seule contrainte que vous ayez, c'est que si vous n'avez ni label ni classement, moi, je vais me déplacer pour aller découvrir les lieux et puis vérifier que le logement correspond bien à aux normes qu'on s'est fixées. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment une procédure volontaire et puis c'est quelque chose qui est payant. Alors, je sais que certains d'entre vous me disent, bah oui, ça nous fait encore débourser quelque chose, le classement en étoile. Bon, je pondère, sachez que le classement en étoile, c'est aller entre 120 et 200 € le classement, en fonction de la taille de votre logement, en fonction également de la structure qui va venir labelliser, enfin classer votre logement. Sachant que le classement, il est valable 5 ans. Si vous faites le ratio, ce n'est pas encore quelque chose qui vous coûte trop d'argent. Mais bon, j'insiste sur le fait que nous, à Destination Vendée Grand Littoral, en tout cas, on ne vous force pas à vous classer. C'est vraiment un choix de votre part. Les avantages du classement en étoile. Tout d'abord, la première chose, c'est une meilleure lisibilité pour vos clients. Je pense que vous avez tous
pratiquer ça, c'est-à-dire que quand vous allez par exemple dans un camping, enfin, ou du moins si vous hésitez entre deux structures, un camping 2 étoiles et puis un camping 5 étoiles, vous savez que vous n'allez pas avoir les mêmes équipements, les mêmes services dans le 2 étoiles que dans le 5. Ça vous permet un petit peu de savoir, d'évaluer l'hébergement. Vous savez à peu près à quoi vous attendre. Pour les meublés, c'est la même chose. Le fait que le meublé obtienne un classement 1, 2, 3, 4 étoiles, eh bien, ça permet un petit peu de jauger la prestation qui va nous être offerte. Et donc, c'est plus lisible pour le client. La deuxième chose, c'est que c'est gage de qualité. Le fait que vous ayez obtenu un classement, qu'un organisme agréé est venu visiter votre logement et vous a attribué un classement, bon, on se dit que voilà, le logement tient la route et donc que c'est un logement qui est de qualité. C'est également une meilleure visibilité. Alors ça, je le précise. Sachez que Vendée Tourisme fait remonter sur son site uniquement les hébergements classés. Aujourd'hui, si vous êtes partenaire de l'Office de tourisme Destination Vendée Grand Littoral et que vous n'êtes pas classé, vous ne remonterez pas sur Vendée Tourisme. Donc voilà, si vous avez ce classement, ça vous permettra d'être visible sur le site de Destination Vendée Grand Littoral et sur le site de Destination Vendée Tourisme. Autre avantage du classement, et là c'est intéressant pour certains, c'est l'abattement fiscal. En régime microbique, vous avez un abattement fiscal qui est plus important. Pour les hébergements non classés, l'abattement fiscal il est de 50%, c'est-à-dire que vous êtes taxé sur les 50% restants. Lorsque vous êtes classé, l'abattement fiscal il s'élève à 71%, ça veut dire que vous êtes taxé sur les 29% restants. Donc il y a beaucoup de propriétaires qui font le choix de classer leur logement pour cet avantage-là, pour l'abattement fiscal. Le classement en étoiles, ça vous permet également de vous affilier à l'Agence nationale des chèques vacances. C'est une des conditions de la NCV pour vous accepter ou pas. Si vous n'avez pas de classement, vous ne pourrez pas vous affilier à la NCV. Et puis, dernière chose, on en a parlé, c'est surtout un calcul simplifié de la taxe de séjour. On l'a vu tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus simple une fois qu'on est classé. Les critères de classement, donc c'est un système à points. Il y a 112 critères qui sont répartis en 3 catégories. On va avoir les équipements, les services aux clients et puis l'accessibilité et le développement durable. Ça, c'est quelque chose qui est rentré dans le référentiel depuis 2008 ou 2009 lorsque le référentiel de classement a été revu. Donc aujourd'hui, on tient compte effectivement de cette accessibilité et puis de ce volet éco-responsable. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi que le classement, il est plus seulement factuel. C'est vrai que moi, j'ai connu au début le classement en étoiles où c'était très factuel, c'est-à-dire qu'on vous demandait 2 poêles, 2 casseroles, vous aviez les 2 poêles et les 2 casseroles, on validait le critère. Après, si la casserole était abîmée, à la limite, on n'en tenait pas compte. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le nouveau référentiel, en fait, tient compte de l'entretien et de l'état des équipements. Donc aujourd'hui, si vous avez 2 poêles, mais que les 2 poêles, elles sont toutes dégoûtantes ou toutes cassées, le critère ne sera pas validé. Donc là, il y a eu des améliorations qui ont été faites sur le référentiel. Et puis enfin, dernière chose, sachez qu'il y a certains critères qui sont obligatoires et puis il y a d'autres critères qui sont optionnels. Donc pour obtenir le classement, il faut compléter 95% des points obligatoires et puis les 5% que vous n'avez pas complétés, vous devez les compenser par des points optionnels. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce classement en étoiles? Je ne vous vois plus. Je ne vous entends plus. Vous êtes encore là? Est-ce que vous avez la liste des organismes qui font le classement en étoiles? Oui, c'est ma dernière diapo. Alors, on va y venir, je vous le montre. En fait, on a 3 organismes locaux qui proposent le classement en étoiles. On a Adéquate Vendée. Alors, Adéquate Vendée, c'est l'ex-OTV. Il y en a beaucoup d'entre vous qui passaient par OTV.
OTV, c'est Office de tourisme Vendée. Et là, ils viennent de changer leur statut, ils viennent de changer également leur siège social. Donc ça, c'est leur nouveau nom, Adéquate Vendée. Vous pouvez prendre en note leur numéro de téléphone, parce qu'avant c'était un numéro de fixe, et donc le numéro de fixe ne fonctionne plus. Maintenant, c'est des numéros de portable, le 06 et le 07. Et puis, il faut savoir que Clé Vacances et Gîtes de France font également le classement en étoiles. Et je le précise parce que souvent, vous avez l'impression que si vous faites appel à Clé Vacances pour le classement, vous allez être obligé derrière de vous affilier à Clé Vacances. Pas du tout. Vous pouvez faire appel à Clé Vacances ou à Gîtes de France uniquement pour la prestation de classement. Et puis après, vous n'adhérez pas forcément au label. Ce n'est pas une obligation. Et puis, je vous ai précisé quand même en dessous qu'il y avait d'autres organismes en France qui étaient agréés ou accrédités pour le classement en étoiles. Il y a toute une liste qui est disponible sur Atout France. Donc, vous pouvez la consulter. Bon, après, moi, ça me paraît plus logique de faire appel à des organismes locaux. Mais bon, si vous avez envie de faire appel à un organisme situé dans le 44 ou dans le 17, libre à vous. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Voilà, j'en ai fini par rapport à tout ce que je voulais vous dire ce matin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, j'essaye de vous réafficher. J'aimerais vous voir, je ne vous vois plus. J'aurais une question. Oui. Je vous écoute. Je voulais avoir votre point de vue sur les chèques vacances. Est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, c'est Monsieur le Chat qui parle, c'est ça? Ah, je vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous... Là, je vous vois pas. Est-ce que vous m'entendez? Ah, mince. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, je suis désolée, c'est les aléas du direct. Alors, à l'Augustin, nous avons un problème. Là. Oui, là, est-ce que vous m'entendez? Je reviens. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un derrière la ligne? Hop. Est-ce que vous m'entendez? Je suis revenue. Ah oui, là, on entend. Là, là on vous entend. Je suis désolée. Là, du coup, c'était ma connexion qui ne marchait plus. Donc, ça ne fonctionnait plus du tout. Donc, c'était Monsieur le Chat qui m'interrogeait sur les chèques vacances. Oui, pour avoir votre point de vue. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tout dépend peut-être du volume de location, etc. Je sais pas. Alors moi, je trouve, nous, on a vu le constat à l'Office de tourisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est billetterie peut être réglé par chèque, par carte bancaire ou par chèque vacances. Les chèques vacances, il y a quelques années, ne représentaient pas grand-chose, beaucoup de paiements. Et aujourd'hui, on a énormément de paiements qui sont payés, enfin qui sont réglés en chèque vacances. Donc moi, j'aurais tendance à dire que oui, accepter les chèques vacances aujourd'hui, c'est bien. Il y a de la demande aussi, hein. Des locataires demandent ça justement. Oui, de plus en plus. Hein. Je pense que vous le constatez de votre côté aussi. Oui, on a des demandes. On a une façon de le faire d'ailleurs, parce que même ici, ça représente un petit coût quand même, qui n'est pas énorme. Mais on a de plus en plus de vacanciers qui demandent justement la possibilité de payer en chèque vacances. C'est un critère de sélection, hein. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui... ça peut faire perdre des locations si on n'accepte pas les chèques vacances. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, je vous rejoins. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à tout ce qui avait été dit? Je ne sais plus, le tableau il a disparu. Donc.
Le tableau a disparu. Je peux vous le remettre, le tableau. Mais là, on arrive au bout de toute façon de la réunion. Donc, on n'avait pas forcément besoin du... Mais il y a pas... Les 3 organismes que vous avez donnés pour passer en étoile, là, oui. Il y en a d'autres. On a créé un autre organisme qui n'est pas du tout dans cela, là. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à vous proposer les 3 qui sont situés en Non, c'est ça, à toute France. C'est à toute France qu'on avait pris. Voilà. Mais après, vous avez d'autres organismes qui sont accrédités sur toute la France. Vous retrouvez la liste sur Atout France. Donc après, voilà. Ah oui, voilà. Vous sélectionnez celui que vous souhaitez. Ouais. Ok. Alors, mince, je suis revenue, je vous ai encore perdu, je suis désolée, je galère un peu avec cette présentation. Mais vous vendez Grand Littoral peut vendre les liasses de factures, hein. Tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, je pouvais vous proposer le facturier. Il est vendu 8 €. Il y a 50 factures dedans, 2 feuillets à chaque fois, un feuillet pour vous, un feuillet pour votre locataire. Donc ça, si vous êtes intéressé, il suffit de venir dans un des bureaux pour l'acheter. On vous renverra un petit mail sur ça. Et des fiches de police, on peut les trouver où s'il en faut absolument? Parce qu'on a eu des Allemands. Alors, fiches de police, sur le site pro. Sur le site pro, vous avez ça. Tout à l'heure, je vous parlais de la rubrique obligations. Vous pouvez vous y connecter. Et j'ai dû vous mettre une fiche de police en téléchargement. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais ça, on la garde, cette fiche de police? Normalement, oui, vous êtes censé la garder pendant plusieurs mois et la fournir à la gendarmerie si toutefois il y avait des questions. Ouais. D'accord. Il faut faire remplir par les vacanciers. Ouais, c'est les vacanciers qui remplissent et ils signent. Voilà. Tout à fait. Et par contre, c'est uniquement pour la clientèle étrangère. La clientèle française, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. Oui. La question, même européenne. Oui, même européenne. Oui. Toute la clientèle étrangère, effectivement. Ça m'embête, à chaque fois, je vous perds et je n'arrive pas à vous voir et c'est quand même tellement plus pratique de vous voir. Je suis là, je suis bien. Là. Je ne vous vois pas, mais je suis là. Vous ne me voyez pas? Bon. Non, on a un petit tableau. Bon, donc, est-ce que je me répète encore, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux obligations et puis par rapport à la taxe de séjour? Non. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là... Voilà. C'est clair, je vous remercie. Est-ce que la taxe de séjour 2021 est établie? Ça y est, non? Ah oui. En fait, sachez, notez-le, les communes délibèrent toujours autour du mois d'octobre. Et là, j'ai reçu une dernière note d'information. À l'avenir, les collectivités devront même délibérer encore plus tôt. Il me semble que ce sera au mois d'avril pour l'année suivante. Mais jusqu'ici, voilà, c'était octobre pour l'année suivante. L'année 2021, donc ça y est, c'est fait. On peut donner le... Voilà. Donc là, allez voir sur le site pro, là encore. Vous verrez sur le site pro, vous avez les délibérations qui sont en téléchargement et vous pourrez retrouver celle de Saint-Vincent-sur-Jard. D'accord. Ok. Ouais. Parce qu'elle change tous les ans, le montant change tous les ans? Alors non, ça dépend. Il y a certaines communes, effectivement, qui font évoluer les choses tous les ans. Certaines, non, restent sur les mêmes tarifs. Et d'ailleurs, soyez pas étonnés, si toutefois il n'y a pas de modification en termes de tarifs et en termes de modalités de perception, les communes ne prennent pas forcément de nouvelles délibérations. C'est pour ça que parfois, on se retrouve avec des délibérations qui datent de 2018-2019. C'est pas que ça n'a pas été actualisé, c'est que ça court encore, en fait. Vous pouvez encore utiliser la délibération de 2019. D'accord. Donc ça, on peut le voir aussi sur le papier, sur le fichier que vous avez envoyé pro. Voilà, sur le site pro, effectivement, vous pourrez retrouver ça. Très bien. Ouais. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser profiter de votre samedi. Ah, j'ai des problèmes de son. Oui. Oula, une petite question. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oula. Vous voyez du Larsen?
C'est des micros qui ont tout ouvert, là? Je pense qu'il faut fermer nos micros. Attendez, je ferme le mien. C'est juste une... je ne sais pas si vous m'entendez. Si. Je trouve que c'est pas mal de faire ces réunions. Ça nous évite de nous déplacer jusque sur le lieu de résidence pour une réunion qui va durer 1 heure. Ouais. Vous ne pouvez pas contrôler cette formule à l'avenir, hein? C'est pas mal, je trouve. Alors, je suis tentée de vous dire que si, je pense que je continuerai En ce dehors format-là. du Covid, hein. En dehors du problème du Covid, mais je trouve que ça permet d'assister à une réunion. On apprend certainement autant de choses, mais là, on n'est quand même pas obligé d'aller de faire 100 km pour... voilà, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y en a eu d'autres réunions où vous faisiez régulièrement, mais il fallait se déplacer, donc c'était pas toujours intéressant. Alors, là, je trouve que la solution est bonne. C'est l'avantage du Covid, c'est vrai que ça nous a permis de sauter le pas. On faisait toujours ces réunions en présentiel. Là, avec le Covid, on a été obligé de faire en visio, et en fait, on se rend compte que c'est bien mieux. J'arrive à mobiliser beaucoup plus de partenaires en faisant des visios. Donc, si, je vous rejoins tout à fait. Je pense qu'à l'avenir, même une fois que le Covid sera derrière nous, on continuera avec cette formule-là. Voilà, et juste avec un micro qui marche bien, ce serait parfait. Ouais, donc là, vous avez du mal à m'entendre? Ah non, là, très bien, mais tout à l'heure, c'était un peu, on avait que les voyelles tout à l'heure. Ah mince, bon, désolé. Donc oui, je vais préciser ça à ma direction, à avoir un ordinateur plus performant alors. Non, mais c'était très bien. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter un bon week-end. Profitez bien. Je vous invite à vous connecter lundi ou mardi pour récupérer la présentation si ça vous intéresse. Et puis, comme d'habitude, à votre disposition, si toutefois vous aviez des questions, par téléphone ou par mail, je suis joignable. D'accord. Merci, très bien. Bon, merci. Merci beaucoup. Bonne continuation, bon week-end. C'est gentil. Bonne fin de journée. Je vous laisse vous connecter. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. C'est clair qu'à l'avenir...